Eh bien, bonjour à tous. Pour commencer, tous nos bons voeux pour cette année 2023 de la part du GRISOF, le groupe de réflexion et d'information en sciences ouvertes francophones. Et nous sommes très heureux de débuter cette année avec le professeur Alain Quindou. Alain Quindou est professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Bordeaux-Montaigne, chercheur en communication et spécialiste des TIC dans les pays en développement. Son, son unité a une chaire UNESCO PETCD, ce qui veut dire pratique émergente en technologie et communication pour le développement. Alain Quindou a participé à la rédaction d'un rapport sur l'état du numérique en francophonie, a participé à la rédaction du glossaire sur le numérique et la diversité culturelle, ainsi que du glossaire sur la société de l'information. Et aujourd'hui, Alain Quindou va nous parler de l'universalité d'Internet, un enjeu pour la communication et le développement. Merci beaucoup Alain de votre présence et nous vous écoutons. Oui, donc je vous remercie effectivement de m'accorder la parole pour pouvoir parler de cet enjeu qui est l'universalité d'Internet. Un enjeu très important pour les pays en développement en particulier, mais pour tous les pays également, parce qu'il s'agit d'universalité, mais aussi d'inclusion. Alors, donc, le terme euh, qui est au centre de mon intervention, donc c'est l'universalité, qui est en fait le caractère de ce qui s'étend à tout, de ce qui s'applique à une totalité de personnes, de choses, qui sert à de multiples usages. Donc, on est là proche de cette idée qui est apparue bien avant le sommet mondial sur la société de l'information et de la communication, qui consistait à considérer Internet comme un bien commun. Vous savez qu'il y a eu 2 sommets et pendant ces sommets, on a essayé de faire en sorte que cela soit pris en compte. Mais malheureusement, tout ce qui a été trouvé comme alternative, c'est de créer simplement ce qu'on appelle un forum sur la gouvernance d'Internet, qui fait un certain nombre de propositions sur la gouvernance d'Internet. Donc, l'universalité va coule également de cette idée de considérer que Internet est au centre du numérique et que le numérique aujourd'hui est au cœur du développement et donc on ne doit laisser personne de côté. On doit faire en sorte que tout le monde puisse y profiter. Donc, cela également à mettre en lien avec tous les travaux qu'il y a eu sur la question de la fracture numérique, voire même de ce qu'on appelle l'opportunité numérique. La question, en fait, qui sous-tend un petit peu ma communication, c'est celle qui consiste à se poser la question, de savoir quels sont les leviers d'un Internet universel. Alors, je parle ici en me basant sur une expérience, un certain nombre de travaux, d'études qui ont été menés au Bénin en 2019, au Niger en 2020 et en Côte d'Ivoire en 2021-2022 et d'autres expériences qui sont actuellement en cours au Congo, en République démocratique du Congo et en République du Congo. Donc, il s'agit d'un certain nombre d'études que j'ai eu à coordonner dans ces pays. Certaines sont clés et d'autres sont encore en cours. Et ces études portent également sur l'universalité d'Internet. Donc, si vous allez sur le site de l'UNESCO, vous pouvez télécharger ces documents. L'étude sur l'universalité d'Internet au Bénin que j'ai coordonné est disponible en téléchargement. Et il y a également d'autres rapports qui ont été réalisés, mais auxquels je n'ai pas participé, notamment sur le Sénégal, sur le Kenya, sur le Brésil. Sur la France, c'est encore en cours. L'Allemagne, ce n'est pas encore publié. La Tunisie et le Niger, je pense qu'au total, il y a
une quarantaine de pays qui sont concernés par cette initiative de l'UNESCO. Alors, et donc, pour l'UNESCO, qui a mis en avant cette idée d'universalité d'Internet, il s'agit donc ici d'un cadre qui permet d'évaluer le développement de l'Internet et du numérique dans un pays donné, de faire un certain nombre de propositions et de recommandations. Donc, on s'appuie pour cela sur un cadre qui a été mis en place, qui est appelé DOAMX. Donc, c'est le cadre DOAM en français et ROAM en anglais, qui va permettre, selon les dires, en tout cas les propos du directeur radio à la communication, l'ex-directeur Moïse Chakchouk, qui va permettre de comprendre la complexité de l'environnement numérique, qui va permettre également de disposer d'un panorama de l'Internet et de mesurer également le degré du respect des droits humains, le degré d'ouverture, le degré d'accessibilité et d'évaluer également la participation des différents acteurs et communautés à la gouvernance. Donc, en gros, c'est un beau projet qui a été mis en place et qui permet donc d'analyser ce qui est fait dans un pays, en tout cas d'évaluer un pays en s'appuyant sur les indicateurs. En gros, il y a 300 choix d'indicateurs, mais généralement, on se base sur 109 indicateurs fondamentaux qui ont été mis en place et qui sont repartis en 5 catégories, en 25 thèmes, soit au total 124 questions auxquelles il convient de répondre. Alors, donc, il y a 79 indicateurs transversaux également qui vont aborder des questions d'égalité de genre, des questions qui portent sur les besoins des enfants et des jeunes, des questions qui portent sur le développement durable, la confiance et la sécurité. Donc, vous voyez que c'est une étude qui est très, très large et qui a demandé beaucoup de compétences, aussi bien des compétences techniques en termes numériques, mais aussi des compétences en termes de management ou des compétences juridiques. Donc, je disais tout à l'heure que ce travail est basé sur un cadre qui a été posé par l'UNESCO, qui est ce qu'on appelle le cadre DOAMX. Et comme vous pouvez voir ici, on a cette décomposition ici du DOAMX. D signifie droit, donc il s'agit des indicateurs qui sont fondés sur les droits, principalement les droits humains. O, ça signifie ouverture. A, ça signifie accessibilité. M signifie participation multi-acteurs. Et X, donc, va regrouper tous les indicateurs transversaux. Donc là, on a ici la trame qui permet ensuite de rédiger le rapport. Et ces différents éléments vont constituer le chapitre du rapport qu'on a eu à réaliser pour le Bénin, pour le Niger, pour la Côte d'Ivoire. Et actuellement, je suis en train de travailler sur le pays, le Congo et la Côte d'Ivoire, mais là, le Congo et la RD Congo. Mais là, les travaux viennent à peine de commencer. N'oubliez pas d'avancer vos diapositives, monsieur. Là, vous ne voyez pas? Pourtant, c'est avancé ici. On voit les diapos, mais vous oubliez de les avancer. Les diapos ne passent pas. Il faut que vous cliquiez pour que vous puissiez avancer les diapos. Alors, je vais recommencer. Est-ce que là, vous voyez quel diapo là? Vous êtes toujours sur la première diapo, là, oui. Votre diapositive titre. Là, vous voyez quelque chose, un changement? Non. Là non plus. Là non plus. Écoutez, si vous avez un clavier, oui, là, ça bouge. Là, ça bouge. Donc, on va essayer comme ça, en fait. Voilà. Oui, donc moi, je pensais que ça changeait. Donc, du coup, puisque chez moi, ça tourne. Donc, j'ai parlé des pays. Là sont les pays qui sont concernés par l'étude. Là, donc, vous avez une idée des documents qui ont déjà été publiés, qui sont téléchargeables en ligne sur le site de l'UNESCO. J'ai évoqué tout à l'heure le point de vue de Moïse Chakchouk sur l'universalité d'Internet. Chakchouk qui est le directeur adjoint, l'ex-directeur adjoint à
communication de l'UNESCO. J'ai ensuite évoqué le cadre de ces indicateurs composés donc de 124 questions, dont 79 sont transversaux et abordent des questions d'égalité, des questions de genre, des questions qui touchent aux enfants, aux jeunes, au développement durable et à la confiance. Donc, je pense que j'en étais là. Ah si, j'ai déjà évoqué également ceci. Donc, j'ai je montre ici donc, le cadre DOAMX avec sa décomposition. D égale droit, O égale ouverture, A égale accessibilité, M égale participation multi-acteurs, et le X correspond aux indicateurs transversaux. Donc, pour poursuivre, donc plusieurs techniques ont été mobilisées donc, dans ce travail. Donc, on a eu à faire de la recherche documentaire en nous basant sur un certain nombre de bases de données internationaux, les bases de données de la Banque mondiale, les bases de données internationales de communication, de l'UNESCO, mais aussi les bases de données nationales. On a eu également des entretiens semi-directifs, on a distribué des questionnaires, on a organisé aussi tout ce qui est focus group, hein, puisqu'on a beaucoup travaillé avec ce qu'on appelle le conseil consultatif. Donc, dans chaque pays, on a mis en place un conseil consultatif multipartite. Donc, c'est généralement une trentaine de personnes qui font partie de l'écosystème du numérique, qui ont travaillé avec nous. Et donc, pour le Bénin, pour le Niger, pour la Côte d'Ivoire, à chaque fois, on a réuni ce conseil pour lui soumettre notre travail et engager des débats de façon à pouvoir faire un certain nombre de recommandations. Je trouve quand même que c'était assez inédit comme démarche. On est quasiment là dans ce qu'on appelle je dirais peut-être pas la science participative, en tout cas on est vraiment dans l'ouverture puisqu'on a pu réunir des experts, des scientifiques, on a réuni des start-upers, des représentants des ministères, des universitaires, des journalistes, pouvoir débattre ensemble des sujets qui touchent à l'accès à l'information, au droit à l'information, au coût de l'Internet, à l'inclusion des personnes à besoins spécifiques. Donc, ça a été très positif et très enrichissant de travailler comme ça. C'est la première fois que je mène une étude de ce genre et je pense que je vais continuer à faire ce genre de travail dans lequel on apprend beaucoup de choses. Alors, donc, le premier chapitre donc, concerne le droit. Donc, dans la partie droit, on s'est appesanti sur le cadre juridique et réglementaire. On a creusé la question de la liberté d'expression, la question du droit à l'accès à l'information, la question des droits sociaux, économiques et culturels, le respect de la vie privée qui est importante puisqu'on est aujourd'hui à l'ère des données, mais aussi la question de la liberté d'association. Alors donc j'ai essayé de faire comme ça un petit résumé, une petite synthèse pour voir un petit peu les tendances qui apparaissent dans différents pays. Donc on va trouver que dans la plupart des pays, il y a réellement un cadre qui existe, un cadre constitutionnel et juridique qui est vraiment loi et aux normes internationales en matière de droit. On va se rendre compte que tous les pays ont signé, ratifié toutes les conventions nécessaires, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin ou au Niger. On a mis en place un dispositif juridique important avec, pour le Bénin, le cas du Bénin, un code du numérique qui est très complet. Et pour le cas des autres pays, un certain nombre de lois qui ne font pas partie d'un code, mais qui existent quand même, notamment la loi relative à la protection des données à caractère
personnelles, une loi pour lutter contre la cybercriminalité, une loi sur les transactions électroniques, une loi qui est relative à l'accès à l'information. Donc, le cadre juridique existe, effectivement, mais ce qui est apparu, et on pouvait s'en douter, hein, ce qui est apparu dans les discussions avec le conseil consultatif, c'est que on ne peut pas se fier à ce cadre-là. Il y a réellement un écart important entre ce qui est présenté comme cadre juridique, comme les lois qui sont votées, et la pratique réelle. Donc, en gros, la cybercriminalité existe toujours et elle n'est pas toujours sanctionnée. En tout cas, on a du mal à mettre fin à cette cybercriminalité. Les lois relatives à la protection des données existent, mais les gouvernements peuvent faire ce qu'ils veulent pour accéder aux données, sans tenir compte des lois qui existent. Les lois relatives à l'accès à l'information existent, mais il est très difficile pour les journalistes ou pour le commun de tel d'avoir accès à ces informations-là. On a peut-être un cas qui est un petit peu plus intéressant que les autres, hein, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, où on a réussi à mettre en place une commission qui permet de veiller à l'accès à l'information des citoyens. Donc, il fait un travail, un monitoring au niveau des différents ministères pour voir si les informations nécessaires au public sont disponibles. Et donc, on va demander à ce que chaque ministère ait un responsable de l'information qui doit tous les ans faire un rapport de façon à ce que les informations publiques soient diffusées correctement. La commission existe, c'est à féliciter parce qu'on n'a pas ce genre de commission dans d'autres pays. Mais pour l'instant, cette commission, n'ayant pas la possibilité de sanctionner, a du mal à se faire entendre. Donc, je pense qu'il y a presque 25% des ministères qui arrivent à répondre à ces exigences. En termes de cadre institutionnel, on va trouver donc dans ces pays un dispositif important. Donc, il y a d'abord le ministère en charge de l'économie numérique, hein, qui va s'occuper de tout ce qui est Internet. Mais à côté de cela, on va trouver une autorité de régulation des télécommunications, une agence du développement numérique, une agence des systèmes d'information et plein d'autres institutions de ce type. Et c'est là que j'ai compris que le numérique, au-delà d'être une question technique, une question économique, est devenu aussi un enjeu politique. Et pourquoi un enjeu politique? Parce qu'on se rend compte que la plupart des pays ont fait en sorte que le ministère en charge du numérique n'ait pas beaucoup de puissance, en fait. En tout cas, n'est pas une force financière importante. Donc, on a l'impression que les prérogatives, les missions du ministère ont été éclatées pour affaiblir. Je ne sais pas si c'est pour affaiblir le ministre, mais c'est ce que je constate. Et donc, on a à côté ce qu'on appelle une autorité de régulation des télécommunications qui généralement, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, ou au Bénin, est sous l'autorité, est directement rattachée à la présidence de la République. Donc, cette autorité de régulation n'étant pas sous l'autorité du ministère en charge du numérique, ne peut pas répondre aux appels, aux exigences du ministère. Alors que c'est au niveau de l'autorité de régulation qu'il y a des entrées d'argent. C'est là qu'on vend les licences. Donc, c'est là qu'il y a de l'argent. Et donc, on se retrouve généralement avec une autorité, un président de l'autorité de régulation qui a beaucoup plus de moyens que le ministre. Et à chaque fois que le ministre veut organiser un événement ou mener une action, va aller quémander de l'argent auprès du responsable de l'autorité de régulation des télécommunications. Donc, j'ai eu beaucoup de discussions avec un certain nombre de collègues qui m'ont expliqué que ça a été fait à dessein pour que cette manne financière soit gérée directement par la présidence de la République. Mais c'est un format qu'on va retrouver au Bénin, qu'on va retrouver au Niger, qu'on va retrouver en République démocratique du Congo et qu'on va retrouver aussi en République du Congo. Alors, donc,
au-delà de ces aspects que je viens d'évoquer tout à l'heure, on va constater également que, au-delà du fait que la loi existe, il y a un gros problème de formation des magistrats qui ont du mal à appliquer, de faire appliquer la loi, donc ils ne sont pas suffisamment sensibilisés aux personnes, aux questions de cybercriminalité. Des missions qui, au contour mal défini, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs institutions qui vont s'occuper du numérique. Et là, on va se rendre compte que chacun va empiéter sur les plates-bandes de l'autre et on a du mal à savoir effectivement qui fait quoi et où s'arrêtent les attributions des uns et des autres. Et de façon générale aussi, on se rend compte que les cadres juridiques en question sont assez anciens. Voilà. Et parfois, on a l'impression que c'est du copier-coller. Par exemple, quand vous prenez le code du numérique du Bénin, que j'ai eu à parcourir, et quand je regarde aujourd'hui le code du numérique de la RDC qui vient d'être adopté au mois de décembre, à quelques exceptions près, on va retrouver les mêmes formulations des phrases, les mêmes éléments, les mêmes choses. Donc, on a l'impression que ce sont des textes juridiques qui sont là, qui viennent de je ne sais d'où, mais qui ne tiennent pas compte du contexte national et qui généralement ne sont pas suffisamment retravaillés, suffisamment adaptés. En termes d'ouverture, il y a également des efforts qui sont faits avec des textes qui ont mis en place avec des institutions, notamment dans la plupart des pays. On va trouver un guichet unique du développement des entreprises. On va trouver des centres de promotion des investissements. Et on va essayer de mettre en place également des normes avec parfois, et c'est le cas de la Côte d'Ivoire, des institutions de normalisation, mais qui ne vont pas créer des normes propres au pays et qui vont avoir, par exemple, de récupérer les normes internationales, de travailler notamment dans le cadre de l'ISO, d'avoir des coopérations avec l'AFNOR ou bien avec d'autres institutions européennes et de prendre les normes en question et d'aller les appliquer dans le pays. Et on a aussi, au niveau donc, de l'écosystème, un certain nombre de startups qui sont en train d'éclore, qui sont en train aujourd'hui d'avoir une dimension internationale avec quelques licornes qui apparaissent, avec également des levées de fonds de plus en plus importants, notamment dans le domaine de la fintech. Mais de façon générale, on va se rendre compte que l'ouverture, à notre avis, passe beaucoup sur tout ce qui est ouvert, comme logiciel ouvert, logiciel à code source ouvert. Et dans la plupart des pays que j'ai observés, on va voir qu'il n'y a quasiment aucune politique qui est menée pour l'ouverture de ces logiciels, pour encourager les licences créatives Commons. Il n'y a pas de politique d'accessibilité, notamment pour les personnes en situation de handicap. Et si on regarde, on a eu d'ailleurs beaucoup de discussions avec l'association des personnes en situation de handicap, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Niger et au Bénin. Et là, ils nous expliquent clairement qu'ils ont fait des démarches à plusieurs reprises pour que, ne fût-ce que les sites des ministères respectent les normes de base qui permettent au moins, par exemple, la description des images, des choses qui sont très simples à faire, mais qui ne sont pas tenues, qui ne sont pas prises en compte, qui fait que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas avoir toutes les informations nécessaires, même si on parle d'ouverture, on a de plus en plus de portails de données qui se mettent en place dans ces pays-là, mais voilà, l'inclusion n'existe pas. Il y a encore beaucoup de choses à faire en termes d'inclusion. Donc, si on regarde, je n'ai pas regardé tous les pays, mais quand on essaie de voir les indicateurs au niveau international, on va se rendre compte que ces pays-là sont placés très bas. Hein. Là, pour le cas de la RDC, on est quasiment au 129e rang au niveau mondial sur 140.
Et la Côte d'Ivoire, qui fait quelques efforts, est aussi très loin, 124e sur 140 au niveau international. Donc, en termes de gouvernance, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Ce n'est pas vraiment dans la tradition des hommes politiques, ou en tout cas des administrateurs de ces pays-là, de faire en sorte que les données soient ouvertes. Mais on comprend tout à fait, hein, on sait aussi que l'information permet la connaissance, mais l'information est aussi puissance. Donc, du coup, quand les activités qui sont menées ne sont toujours pas normalisées, on a du mal à mettre en place tout ce qui est transparence. De façon générale aussi, on va se rendre compte que l'environnement national, l'environnement général ne permet pas l'inclusion, le développement d'Internet. Il y a un indicateur international hein, qu'on appelle l'ICT Readiness Index qui permet par exemple de mesurer cet environnement-là pour voir si l'environnement est adapté au développement des TIC, voir si l'environnement permet de faire en sorte que les TIC soient profitables à la population. Là, on se rend compte également que les pays concernés sont toujours en queue de peloton, 129e sur 131 pays, notamment pour la République démocratique du Congo. Donc voilà les données qu'on essaie de mobiliser pour montrer aux pays un certain nombre d'insuffisances et leur demander de faire des efforts et en fait donc des recommandations. Mais comprenez avec moi que malgré ces chiffres, il y a toujours des débats, des discussions, parce que ce sont des situations que les gens ne reconnaissent pas et qui ne sont pas toujours acceptées dans le pays en question. Alors, en termes d'accessibilité, on a beaucoup d'obstacles encore à l'usage d'Internet. Ces obstacles sont liés notamment au coût d'Internet, qui sont toujours très élevés. Donc ça, c'est la première cause qui apparaît. La deuxième cause, c'est l'absence du besoin. Les gens ne sentent pas la nécessité d'aller, non pas la nécessité d'aller sur Internet, mais cette absence du besoin est surtout liée à un problème de manque de compétences. Généralement, c'est des gens qui ne sont pas compétents ou qui n'ont pas les moyens nécessaires qui ressentent cette absence du besoin d'aller sur Internet. Et en quatrième position, on a l'indisponibilité donc, du réseau dans un certain nombre de localités. Et enfin, une absence très importante des contenus locaux et des contenus en langue locale. Alors, il y a des disparités donc, qui subsistent. Hein. On va voir que, par exemple, ça c'est normal, qu'il il y a, il y a plus d'urbains il y a plus de ruraux qui n'ont pas accès à Internet que d'urbains et il y a également plus de femmes qui n'ont pas accès à Internet que des hommes. Alors, si au niveau des hommes et des femmes, la différence existe, elle n'est pas énorme, mais quand on regarde au niveau de l'urbain et du rural, l'écart est encore plus grand. Et il y a aussi le fait que les coûts ne sont pas homogènes. Je ne sais pas comment sont décidés ces coûts, mais dans un même pays, en fonction des villes, les coûts peuvent varier. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, on voit par exemple que le prix d'un abonnement à la DSL par ville peut varier de 15 euros à 68 voire 69 euros, alors qu'on est dans le même pays. Donc, il n'y a pas une politique d'harmonisation à ce sujet, ce qui fait que tout cela n'est pas vraiment favorable au développement du numérique, en tout cas à l'accessibilité du numérique par tous. Alors là, je n'ai qu'une représentation ici des villes, mais je suppose que on paye également plus l'accès à Internet dans le milieu rural qu'au niveau du milieu urbain. Alors, l'autre point sur lequel on s'est arrêté, c'est de voir si il y a des associations, il y a différents acteurs qui participent au
politiques, à la mise en place des politiques qui concernent le numérique, de voir si les associations sont associées à toutes les décisions, si ces associations sont accompagnées, si ces associations sont organisées. Dans la plupart des pays, il y a, dans tous les pays qu'on a étudiés, il y a une association des consommateurs, voire plusieurs associations des consommateurs des technologies de l'information et de la communication. Il y a également l'existence d'un forum sur la gouvernance d'Internet et aussi il y a un chapitre ISOC, Internet Society, qui existe également. Alors, au-delà de ce constat, mais le fait est que ces associations ne sont pas impliquées au niveau national. Ces associations ne sont pas présentes au niveau international et les quelques personnes qui arrivent à participer notamment aux activités qui sont menées par l'Union internationale des télécommunications, aux activités qui sont menées au niveau du Forum mondial sur la gouvernance de l'Internet. Ces personnes viennent à titre individuel ou viennent parce qu'elles ont des connaissances et peuvent se faire financer leurs déplacements et ne bénéficient pas d'un accompagnement au niveau national. Ce qui fait que toutes les informations qui sont collectées au niveau international, toutes ces expériences et les expertises qu'on arrive à accumuler ne sont pas vraiment utilisées au niveau national pour le développement du numérique dans le pays. Donc, mais on a beaucoup d'acteurs isolés qu'on trouve par-ci, par-là. Alors, c'est peut-être une spécificité des pays que j'ai étudiés parce que il y a eu récemment, au mois de décembre, le dernier forum mondial sur la gouvernance d'Internet qui a eu lieu à Addis Abeba en Éthiopie. Et on a pu voir des pays, même des petits pays comme le Tchad, qui ont réussi à envoyer des délégations de 20 personnes, des pays comme la Gambie qui ont envoyé des délégations de 20 personnes avec beaucoup d'acteurs de la société civile. Mais d'autres pays comme la RDC, la Côte d'Ivoire, on n'a pas pu trouver les acteurs de la société civile. Un seul acteur de la société civile de la Côte d'Ivoire, accompagné de 5 membres du ministère, donc une présence de 6 personnes, ce qui est absolument rien. Aucune présence de la République du Congo, une seule présence de la République démocratique du Congo. Donc là également, c'est des points que nous sommes amenés à soulever et à montrer voilà, auprès des autorités pour que les dispositions soient mises en place. Alors donc, pour terminer, le dernier indicateur, c'est ce qui concerne la transversalité. En tout cas, l'idée ici, c'est de voir si le numérique permet le développement du pays, s'il y a des incidences au-delà de tout ce qui est conséquences, au-delà de tout ce qui est cybercriminalité, de voir si le numérique permet quand même l'émergence d'une certaine économie. Alors, ce qu'on a remarqué, effectivement, c'est qu'il y a plein de startups qui émergent dans plusieurs catégories. C'est la FinTech qui émerge davantage, qui a beaucoup plus de moyens, qui fait des levées des fonds importantes. Mais il y a aussi la health tech qui se développe, il y a l'agri-tech, la retail, voilà, avec un certain nombre d'acteurs intéressants à observer. Mais de façon générale, on va constater qu'on a des individualités de temps à autre, mais au-delà de ça, on a du mal à avoir une véritable dynamique économique au niveau de l'écosystème. Tout cela parce que ces startups ne sont pas suffisamment accompagnées, malgré le fait qu'il y a des centres qui existent, des incubateurs qui existent, il y a toujours des difficultés ou parfois même des incompréhensions. En discutant avec un certain nombre de startups, on a relevé le fait que généralement, les startups qui bénéficient de l'aide du gouvernement sont toujours les mêmes et, d'autres ont du mal à émerger. On a aussi noté le fait que
Quand on est dans un pays africain, on a du mal par exemple, à participer aux appels, à un certain nombre d'appels internationaux parce que ce que je ne savais pas et que j'ai appris, c'est que pour répondre à certains appels, il faut avoir une certaine capacité financière. Donc, parfois, il y a des tickets d'entrée qui peuvent aller jusqu'à 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Et donc, ça, c'est également un fait important pour les startups africaines qui n'ont pas la possibilité de mobiliser ces fonds-là. Alors, en sortant du cadre de mon étude, je discutais avec une jeune startupeuse camerounaise qui s'appelle Véronique Bounché, qui a mis en place un dispositif intéressant qui permet de détecter le cancer du sang en analysant donc le sang. Et donc sa start-up a bien démarré, a bien décollé, le dispositif existe très bien, mais sa difficulté en fait, c'est de trouver les données intéressantes pour pouvoir, parce que c'est un dispositif qui est basé sur un algorithme d'intelligence artificielle. Donc, ça nous ramène à la question de l'accès à l'information et à la disponibilité des données. Mais pas simplement des données ordinaires, mais des données de qualité, parce que c'est ça essentiel. Et donc, comme elle n'arrive pas à trouver les données au Cameroun, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va sur des bases de données internationales, notamment des données américaines, où elle s'approvisionne pour tester ses modèles. Et sauf qu'une fois qu'elle a testé les modèles avec les données américaines, quand elle arrive au Cameroun pour tester les Camerounais, il y a beaucoup de biais, beaucoup d'erreurs. Donc, son modèle ne fonctionne pas correctement. Donc, c'est pour dire qu'il y a la question financière qui est importante, mais puisqu'on est en train de s'engager actuellement dans ce qu'on appelle le numérique avancé, il faut également penser sur la disponibilité des données. Les données existent, il y en a beaucoup, mais ce sont des données qui sont généralement aux mains des opérateurs de télécommunications. Des données qui sont dans des hôpitaux, mais qui ne sont pas travaillées, traitées pour être mises à la disposition des start-upers, même si aussi là, il faut poser un certain nombre de questions éthiques pour voir quelles données on peut libérer, quelles données on ne peut pas libérer, mais en tout cas, c'est une question fondamentale dans ce pays-là. Voilà, en gros, ce que je peux dire sur ce que j'ai eu à constater au niveau des études que j'ai menées. Voilà, donc sinon, de façon générale, le dispositif de l'UNESCO en question est un dispositif intéressant. On a quand même quelques difficultés de mise en œuvre parce qu'on a une faible implication des acteurs locaux. On a du mal à mobiliser notamment les acteurs pour qu'ils puissent travailler bénévolement, participer bénévolement. Souvent, ils attendent à être payés, ce qu'on n'en a pas la possibilité. Et puis, le processus est trop lent par rapport à la vitesse d'évolution, de mutation des technologies. Généralement, on a par an, en Afrique, on a peut-être un ou deux rapports qui sont gagnés par an. Donc, à ce rythme-là, si on doit évaluer les 5 pays africains, vous imaginez le nombre d'années qu'il faut. J'ai demandé à ce qu'on aille un petit peu plus vite. Peut-être qu'on va passer, on va voir en fonction des financements, on va peut-être aller essayer d'augmenter le rythme, mais en tout cas, pour l'instant, c'est là faire un processus qui est trop lent et qui ne peut pas vraiment servir correctement le développement du numérique si des aménagements ne sont pas apportés. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Non, pas du tout. Je vous remets la parole. Merci beaucoup. Écoutez, c'était très intéressant. Vous vous adressez à un public, disons, plus près du monde de la santé, et donc on a un abord assez différent du problème. Et pour situer un petit peu comment nous nous situons, nous, on organise maintenant depuis 4 à 5 ans des visioconférences à répétition, et vous avez sans doute vu qu'on avait un programme assez développé, des visioconférences qui se
qui réapparaissent tous les 8-15 jours ou tous les mois, ça dépend, un bulletin, etc. Et on a actuellement à peu près 800 correspondants. C'est pour ça que le public aujourd'hui n'est pas forcément le reflet général de, disons, de l'impact qu'on peut avoir avec le bulletin et les conférences. Ce qu'on a remarqué clairement, c'est que à la faveur du Covid, d'une part, c'est-à-dire l'isolement que ça a représenté, et à la faveur, en même temps, du développement d'Internet, c'est-à-dire Zoom d'accès facile, etc., tous les systèmes, nous étions maintenant en contact avec tous nos amis, quel que soit le pays, du Maghreb ou d'Afrique au sud du Sahara. On était en contact permanent, on pouvait échanger instantanément. Enfin bref, on est dans un monde de communication qui a totalement changé. Également, on fait des présentations de dossiers, par exemple, pour discuter. Ben moi, à Dakar, j'ai un dossier difficile sur telle ou telle chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vu la même chose à Bamako ou à Abidjan? Et qu'est-ce que je dois faire avec ce patient? Qu'est-ce que vous me conseillez pour comme traitement? Donc, on est dans un monde qui bouge beaucoup. Et alors, ce que vous nous avez présenté, c'est l'universalité d'Internet, mais à l'échelon, disons, du grand public, puisque vous êtes intéressé aux startups, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de difficultés et des difficultés que nous ne rencontrons pas, je dirais. On a cette chance. Et d'ailleurs, si parmi vos étudiants, si vous aviez besoin de faire un mémoire ou quelque chose comme ça sur notre activité, il serait le bienvenu. On est tout à fait prêt à coopérer. Au contraire, ça nous rendra service d'avoir une évaluation extérieure sur ce que nous faisons. Voilà les réflexions que j'avais envie de faire. Et puis, je vais terminer par une question toute simple. Ce que vous nous avez présenté, c'est dans le cadre de l'UNESCO. Et nous avons des contacts avec l'UNESCO, non pas dans ce domaine, mais dans le cadre de la science ouverte. Et vous savez sans doute qu'ils ont fait une déclaration sur la science ouverte. La littérature scientifique doit être à la disposition de tous, d'accès libre et gratuit, etc. Donc, on travaille avec eux. C'est un petit peu lent à mettre en place parce que, en fait, en dehors de la déclaration, il n'y a pas eu véritablement de commission, de choses concrètes qui ont été mises en place. Et je voulais vous demander comment aviez-vous procédé pour obtenir une chaire UNESCO et comment faites-vous pour travailler avec l'UNESCO? Ok, voilà. Bon, merci beaucoup pour la question. Alors, pour obtenir une chaire UNESCO, il y a une procédure qui existe déjà. En fait, il faut remplir un dossier, rédiger un programme de recherche, trouver des moyens, avoir aussi un réseau international important qui accepte, qui s'engage à travailler avec vous sur votre programme. Et il faudrait que les objectifs de ce programme soient en lien avec les priorités de l'UNESCO. Donc, il faut montrer cette adéquation entre votre recherche et montrer que votre recherche va permettre, en tout cas, va dans le sens des priorités de l'UNESCO. Et les priorités de l'UNESCO, c'est tout ce qui est numérique et technologie, c'est tout ce qui est autonomie des femmes, c'est tout ce qui est éducation, mais aussi il y a une priorité Afrique. Et donc, il se trouve que au niveau de mes préoccupations de recherche, on va retrouver les éléments, donc on va retrouver cette priorité sur l'Afrique, ces questions sur le développement et aussi la question du numérique. Et donc, sur cette base, j'ai proposé donc un dossier, enfin j'ai proposé un dossier, généralement c'est le président de l'université qui fait la demande. Et donc, la demande a été examinée et appuyée également par le réseau Orbicom, qui est le réseau des chercheurs en communication, des chaires UNESCO en communication, qui est basé à Montréal, à l'UQAM. Voilà, donc sur cette base-là, la chaire a pu être payée et a été créée en 2014. Et donc, depuis 2014, nous sommes fixés comme objectif de travailler sur tout ce qui est émergent,
les technologies numériques émergentes. Alors, la question de l'émergence varie en fonction des contextes, parce que ce qui est émergent en Afrique n'est pas forcément émergent en Europe. Donc, on a travaillé avant sur la téléphonie mobile en Afrique, qui est aussi un phénomène très important. Et ensuite, on s'est intéressé aux objets connectés, notamment les drones, qui sont très d'ailleurs utilisés dans le domaine de la santé, hein, notamment au Rwanda, où on a la société Zipline, hein, qui permet par exemple de transporter des poches de sang par drone, qui permettant ainsi d'atteindre des pays des zones qui sont reculées. Après, on s'est intéressé également, maintenant on s'intéresse à l'intelligence artificielle, donc notamment avec des discussions avec des inventeurs, hein. J'ai évoqué Véronique Bountier, qui est proche des questions de santé, qui a créé donc cet appareil qui permet d'analyser le sang grâce à un algorithme. On a travaillé aussi beaucoup avec Muntaga Keita, qui est en Guinée, qui a créé une société qu'on appelle Tulip Industries et qui a mis en place des ordinateurs qui seraient capables de détecter le Covid, en tout cas qui permet de faciliter le diagnostic d'un certain nombre de maladies. Donc, ce sont des ordinateurs qui sont installés même à l'hôpital de Conakry. Donc, il a travaillé avec beaucoup de médecins pour mettre en place ces logiciels. Donc, on s'est intéressé aussi à l'expérience de Cardiopad qui a été menée au Cameroun, où Arthur Zong avait créé aussi un système qui permettait de détecter des signes de faiblesse cardiaque aussi, voilà, de façon à faire intervenir très rapidement. Voilà. Donc, c'est la technologie telle que nous l'approchons, nous l'approchons de façon panoramique, en tout cas, on essaie de toucher plusieurs domaines. On peut travailler sur l'agriculture, on peut travailler sur la finance, mais on s'intéresse aussi également aux questions de santé, même si ce que je vous ai présenté aujourd'hui n'est pas focalisé sur la santé, mais c'est des questions également qui Bien sûr. J'ai peut-être une Yves? question, oui. Vous l'avez, Étienne, il l'a un petit peu abordé, vous l'avez aussi abordé. Le gros problème de l'universalité de l'Internet, c'est pas nécessairement le libre accès, mais c'est ce qu'on met en libre accès. Et pour 99% d'informations utiles et bonnes, il y a ce 1% d'informations-là qui vient polluer l'atmosphère de l'Internet et qui rend la vie à bien du monde pénible. Ne serait-ce que la quantité de courriels qu'on peut recevoir dans une semaine. Est-ce qu'il y a comment je dirais ça donc? Est-ce qu'on peut réfléchir à une forme de consensus pour tenter d'éliminer cette mauvaise information-là du contenu qui circule sur Internet? Est-ce qu'il y a moyen de trouver une façon universelle, je ne sais pas, peut-être que je suis un rêveur, là, mais une façon universelle d'essayer de corriger ce problème? Bon, je ne suis pas optimiste. Je pense que l'information fausse va continuer à exister. On a connu la rumeur dans l'oralité, hein, qui a existé. Il y a beaucoup de rumeurs qui sont très célèbres. Au niveau des médias, on a eu des célèbres mensonges comme les mensonges de Tim Soara, et ça continue aujourd'hui avec Internet. Donc, c'est lié à l'être humain. Maintenant, comment lutter contre ces phénomènes? Parce que même si dans l'oralité, il y avait du mensonge, on se rend compte avec Internet qu'il y a une accélération qui n'est pas comparable. Et on touche un maximum de personnes, on peut faire aussi beaucoup de dégâts. Alors, dans le cadre de l'universalité d'Internet, quand on parle d'accès à l'information, il s'agit bien entendu de l'information sur Internet, mais on se focalise beaucoup, notamment dans le cas des structures qui existent. L'idée, c'est surtout de faire en sorte que l'information qui est issue des financements publics,
puissent être mis à la disposition de tout le monde. C'est-à-dire que si vous bénéficiez d'un accompagnement du pays pour mener des recherches, vous devez faire en sorte que, comme ça, votre recherche a été financée par des fonds publics, vous avez obligation de mettre les données de recherche à la disposition du public. Les ministères sont financés par le pays, donc ils ont obligation de mettre en place, de donner un certain nombre d'informations au public. Et ces informations sont catégorisées, sont répertoriées à des critères, et avec une institution qu'on appelle, pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays qui a cette institution-là, le KIDP, un monitoring qui se fait tous les ans pour voir la qualité, pour mesurer et évaluer la qualité des informations qui sont diffusées. Mais en dehors de cela, pour revenir au niveau international, il y a des structures qui existent, notamment des plateformes pour la lutte contre la cybercriminalité qui existent. Il y a des structures qui essaient de détecter des fake news. Mais vous savez qu'aujourd'hui, en termes de technologie, les mutations technologiques font tellement vite que souvent la loi vient et n'arrive pas à rattraper les technologies. On arrive à créer maintenant des fake news qui sont basés sur des algorithmes et qui sont difficiles à détecter. Le faux n'est pas facile à détecter. Donc, c'est une préoccupation internationale. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de réponse à cela. On pense que la régulation peut y arriver, mais on a tenté plusieurs types de régulation, notamment la régulation ordinaire a échoué. L'Union internationale des télécommunications est en train de mener actuellement une expérience de régulation collaborative. Donc, une régulation qui permet d'associer à la fois des personnes assermentées, mais aussi d'associer davantage les associations et les publics pour dénoncer les informations fausses. Donc, il y a ce travail-là qui est fait, mais qui n'est pas terminé. Et pour dire que c'est une question importante, l'UNESCO organise le 23 février, du 21 au 23 février prochain, un grand colloque international sur la question des plateformes en ligne. Et donc, l'idée qui est derrière ce colloque, c'est effectivement de regarder ensemble et de voir qu'est-ce qui est possible de faire pour arrêter ces fake news. Et la difficulté aussi, que vous le savez, c'est que, surtout quand on est en Afrique, ces informations sont diffusées dans des plateformes qui ne sont pas basées en Afrique. Et dans des plateformes qui appartiennent à des groupes qui sont puissants, plus puissants que les États africains même, en termes de lobbying, en termes de puissance financière, en termes de moyens. Donc, c'est une difficulté supplémentaire. Et donc, c'est sur ces questions-là qu'on va essayer de réfléchir ensemble, mais pour l'instant, on n'a pas de solution. Merci. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voudraient s'exprimer? Si tel est le cas, comme tout le monde a ses caméras fermées, à l'exception du professeur Iena, je vous demanderai d'ouvrir votre caméra ou de tout simplement vous exprimer en ouvrant votre micro. Oui, il y a quelqu'un à Bamako qui veut intervenir. Oui, allez-y, professeur Iena. On ne vous entend pas. Pourtant, votre micro est ouvert. Peut-être ouvrir le son de votre micro. Désolé, on ne vous entend pas. Mais pendant que le professeur Iena essaie de se connecter, moi j'avais une question concernant le commentaire que vous venez de faire sur les fake news, le problème des fake news et du report des informations plus ou moins fausses, plus ou moins erronées. Je me suis posé cette question-là hier soir parce que j'entendais à la télévision un reportage sur une nouvelle plateforme qui sert, enfin
vous mettez 3 mots, vous mettez Marcel Proust, vous avez une rédaction à faire et on va vous sortir un texte tout fait à partir de ces quelques éléments. Si vous ajoutez quelques mots, ce sera plus orienté, etc. Et la question que je me suis posée, c'est de dire, mais où est-ce qu'on va chercher les données? Est-ce que ce sont des données fiabilisées? J'en doute un peu. Est-ce que ce sont des données non évaluées, non validées qui circulent un petit peu? Autrement dit, on peut avoir une infiltration par le biais de ces logiciels qui font le travail à votre place, une information de fausses nouvelles, enfin de choses complètement erronées qui vont s'étendre de façon virale et en particulier auprès des élèves ou des étudiants. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une question importante qui devient de plus en plus grave avec le développement de l'intelligence artificielle. C'est une question qui est... On parle souvent de ce qu'on appelle les algorithmes de recommandation, par exemple. Et on s'est rendu compte qu'au niveau de ces algorithmes de recommandation, il y a beaucoup de biais qui existent. Tout simplement parce que ces algorithmes sont mal entraînés, des fois. Donc, ils ont du mal à reconnaître des personnes, par exemple, qui ont une peau sombre. Et c'est arrivé, par exemple, sur Facebook, que l'algorithme puisse confondre une personne de couleur noire avec un primate. Et donc, il y a eu un scandale de ce type sur Facebook. Mais il y a aussi des biais qui sont criminels. Des biais qui sont criminels dans un hôpital américain, dont je n'ai plus le nom actuellement. Il y a un tri de malades ou une sélection de malades qui se faisait à partir d'un algorithme qui a été créé. Et donc, la personne qui a créé l'algorithme a introduit un biais intentionnellement qui favorisait un certain type de personnes et les minorités avaient du mal à obtenir un rendez-vous, à accéder facilement. Donc, ce risque est important. Pour l'instant, on essaie de mettre en place des chartes de transparence, des chartes d'éthique, mais ces chartes ne sont pas respectées, malheureusement. Et donc là, il faudrait effectivement qu'on arrive à trouver vraiment un cadre juridique qui permette d'arrêter cela, en tout cas peut-être de sanctionner des personnes, hein, parce que il faut qu'on arrive à ce qu'on appelle une intelligence artificielle de confiance. Donc, ça veut dire qu'une intelligence artificielle qui soit sûre et qui permette aussi la sécurité des gens et qu'on fasse reposer la responsabilité des échecs de ces algorithmes-là sur les personnes qui ont conçu l'algorithme, hein, comme on pourrait sanctionner un pilote qui a mal conduit sa voiture. Ça vous paraît possible, ça? C'est peut-être un vœu. Je ne suis pas optimiste. Je ne suis pas optimiste. Je ne suis pas optimiste. Mais pour l'instant, on n'a pas de solution. Mais il faut tendre vers cela. J'aurais peut-être une question un petit peu méthodologique parce que vos études sont transfrontalières. Techniquement, comment vous avez procédé pour collecter vos données? En gros, pour collecter les données, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est de réunir les 30, d'aller faire des recherches sur Internet et de trouver 30 personnes qui font partie de l'écosystème du numérique, mais qui peuvent représenter les différentes dimensions de l'écosystème en question. Et une fois que j'ai répertorié ces personnes, je les ai réunies pour qu'on puisse faire une cartographie ensemble de l'écosystème du pays. Qu'est-ce qui existe dans le pays comme incubateur? Qu'est-ce qui existe dans le pays comme ministère? Qu'est-ce qui existe dans le pays comme start-up? Qu'est-ce qui existe dans le pays comme association? Et en ayant cette cartographie, à côté de cette cartographie, j'ai eu des noms. Ce qui m'a permis d'avoir
des personnes ressources ou des personnes expertes avec lesquelles je pouvais facilement mener des entretiens. Donc, je savais que si je dois traiter la question de l'accès à l'information, j'ai telle personne que je peux contacter, donc j'organise des entretiens. Mais en même temps, une fois que j'ai eu ces entretiens, que j'ai relevé tout cela, j'organise la réunion avec les 30 personnes et on discute de ce que le monsieur a dit, par exemple. Et Donc, la naturellement, qualité, vous vous assuriez que chacun avait un temps de parole équivalent. Vous fonctionnez en focus group, j'imagine? on fonctionne en focus group, oui. OK. Malheureusement, chacun n'a pas de temps équivalent parce qu'il y en a qui n'osaient même pas s'exprimer. C'est ça le biais de la limite de l'étude. Quand on parle du numérique de façon générale, les gens s'expriment. Mais il y avait un volet liberté d'expression. Il y avait des questions sur la liberté d'expression des journalistes en ligne. Et donc, ce sont des questions qui sont sensibles. Et donc, du coup, quand j'interrogeais les journalistes en aparté, ils s'exprimaient, ils disaient tout ce qu'ils pensaient. Et au moment où on se retrouvait en groupe, ils ne défendaient plus leur point de vue parce qu'ils avaient peur d'être indexés. Oui, je comprends. Ouais. C'est ça. Et l'autre difficulté, c'est que l'UNESCO exige que le rapport soit consensuel. Parce que l'idée, c'est d'arriver à mettre en place des recommandations. Et si les recommandations ne sont pas acceptées par tout le monde, on ne pourra pas les appliquer. Donc, la grosse difficulté, c'est d'arriver à trouver le consensus. Et on sait que quand on recherche le consensus, ben, qu'est-ce qu'on fait? On gomme les aspérités. Oui, tout à fait. Merci. Donc, c'est intéressant, mais il y a des limites dans ces études. D'accord. Professeur Iena, est-ce que vous avez vous avez du son maintenant? Bon, écoutez, il y a probablement un problème avec votre ordinateur. Il peut peut-être écrire un commentaire. Ouais, ben, oui, c'est ça. Vous pouvez, si vous voulez, aller sur le chat. Le chat est représenté par le petit écran d'ordinateur. Ah, vous avez posé la question. En fait, la question est celle-ci, c'est en ayant cette chaire de l'UNESCO, est-ce que ça a été un grand avantage pour vous? Oui, effectivement. Au départ, quand on a une chaire UNESCO, euh, on s'attend à être financé par l'UNESCO. Mais ce n'est pas le cas. On n'a pas de financement de l'UNESCO parce que l'UNESCO demande à l'université qui fait la demande de s'engager à mettre les moyens nécessaires pour le fonctionnement de la chaire. Oh my God. Voilà. OK. Donc, du coup, l'université s'engage. Et une fois que moi j'ai ce document, que la chaire est créée, je repars voir mon président d'université pour lui dire, mais monsieur le président, vous êtes engagé là pour soutenir la chaire. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, du coup, on a un petit financement qui va être mis en place pour permettre le fonctionnement de la chaire. Juste un petit financement. Mais ce qui est intéressant, c'est que la chaire UNESCO, c'est un label. Et donc, c'est un label qui va permettre que finalement, on va avoir plus facilement de partenaires. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va multiplier les partenaires et on va être engagé dans des projets intéressants. Et en tant que chaire, quand l'UNESCO a des projets, on est généralement les premiers informés et facilement on est associé au niveau des projets de l'UNESCO, ce qui permet aussi permet également de faire vivre la chaire. Okay. Mais toutes les chaires n'ont pas les mêmes dimensions. Il y a des chaires qui sont mieux loties que d'autres. Donc, tout dépend de l'université et également tout dépend de l'aura du responsable de la chaire. Il y a une autre question qui vient aussi du professeur Iena. Est-ce que vous avez des liens avec Bamako, des contacts de travail avec Bamako? Avec Bamako,
je suis venu à Bamako dans le cadre, j'ai été invité par une université privée, Ahmed Baba, voilà, qui a un accord avec, de partenariat avec notre université Bordeaux-Montaigne. Et puis, je travaille avec des collègues de l'université de Ségou et aussi de l'université de Bamako. Voilà, mais ça fait quelque temps que je n'ai pas été à Bamako. Mais dans tous les cas, si vous avez des propositions de collaboration, nous sommes preneurs. Tout à fait. Écoutez, le temps avance, il est déjà 16h15, non, 15h15 heure de Paris, 16h15 heure de Paris et 10h15 chez nous en Amérique du Nord. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure. Et je vais conclure en vous, d'abord, en vous réitérant au nom du GRISOF mes vœux de santé et prospérité pour 2023 et espérons une année un petit peu moins tumultueuse que celle de 2022. Donc, je vais terminer en vous annonçant nos prochaines visioconférences. La semaine prochaine, le 12 janvier, nous aurons une visioconférence extrêmement intéressante animée par trois ténors du sujet. On va parler de science ouverte. Pourquoi la science ouverte? Comment faire de la science ouverte? La science ouverte, c'est pour qui? C'est au profit de qui? Et donc, pour discuter de ça, on a trois ténors de ce thème. Nous avons Marie Colli, qui est professeure émérite de l'Université d'Artois. Nous avons Bonaventure M.V. Hondo, qui est l'ancien recteur de l'UMF, pas de l'UMF, mais de l'AUF, et qui est aussi professeur émérite de l'Université Omar Bongo de Libreville au Gabon. Et nous avons notre ami Étienne Lemarié, qui est professeur émérite de l'Université de Tours et qui co-anime avec moi ces séries de visioconférences. Donc, le 12 janvier, c'est jeudi prochain, à la même heure, donc 9h à l'heure de l'Amérique, 15h à l'heure de Paris. Suivra le 2 février une seconde conférence, celle du professeur Han Truan-Ding Yuan. Je m'excuse si j'ai massacré votre nom. Et le titre, l'exploration fonctionnelle et respiratoire moderne du haut de ses 177 ans. Pourquoi et pour qui en 2023? Et pour ceux qui connaissent le professeur Han Truan, il donne toujours des visioconférences extrêmement intéressantes. Et finalement, une troisième, la semaine suivante, le 9 février, par le professeur Bruno Giraudot, qui est professeur de statistique à l'université François Rabelais à Tours et qui va nous parler de biostatistique dans les essais cliniques avec peut-être une petite attention particulière pour certains types d'essais de type cluster. Donc, voilà pour les 3 prochaines visioconférences. Et sur ce, au nom du GRISOF et au nom de tous nos amis, je vous dis merci. Oui, Étienne, vas-y. On peut peut-être ajouter 2 conférences auxquelles on est associé. Celle de la FEFOG, le 18 janvier. Oui, tout à fait. FEFOG, c'est la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie, avec un sujet tout à fait intéressant qui sont ce qu'on appelle les échappées belles, les femmes qui ont survécu aux complications survenues pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum, avec des orateurs de Tunis, Bobo Dioulasso, Cluj-Napoca en Roumanie, Beyrouth, Ottawa. Et également le 18 janvier, quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui a à voir avec l'UNESCO par contre, c'est la chaire UNESCO d'études des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique, qui est à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. C'est un cycle sur le modèle démocratique à l'épreuve de l'expérience africaine, avec Joseph Tonda, qui est un philosophe anthropologue à Libreville, Bob White, qui est à l'Université de Montréal, et le thème sera les adhésions et les rébellions démocratiques africaines.